Bienvenue dans Suspect numéro 1, votre magazine de faits divers. 33 coups de couteau, assassiné dans la cave d'une cité au Creusot en Saône-et-Loire. Mais qui a tué Christelle Maillery le 18 décembre 1986? Rien dans l'emploi du temps du dernier jour de l'adolescente ne permettait d'imaginer une fin aussi tragique. Christelle était une jeune fille sans histoire, amoureuse des chevaux. Et le jour du crime, elle était rentrée chez elle avec 1 heure d'avance car son cours d'éducation physique avait été supprimé. Le tueur le savait-il? Ou la jeune fille a-t-elle croisé par hasard un maniaque sexuel? Pendant près de 25 ans, la maman de Christelle tente de découvrir la vérité. Aux côtés de cette famille qui n'arrive pas à faire son deuil, une association se bat pour que l'on ne classe pas l'affaire. Et au bout de 2 décennies, finalement, un suspect est arrêté. Mais est-ce vraiment lui, le coupable? Récit d'une traque qui a donc duré 25 ans. C'est un document de Catherine Just. En 1986, Christelle Maillery, 16 ans, reçoit 31 coups de couteau. Il lui passe un lacet autour du cou qui l'empêche de crier et il commence à la poignarder. La mère de Christelle mène l'enquête. À côté de moi, Madame Pichon, la mère de Christelle. Je rencontre une femme évidemment détruite, évidemment dans la peine, mais en même temps dans l'action. Ça pourrait déboucher sur ce qu'elle souhaite, c'est-à-dire que le mystère soit résolu. Quel est cet étrange rendez-vous 1 semaine avant la mort de Christelle? Quelqu'un, on ignore qui, mais quelqu'un les aurait raccompagnés chez Marilyn Savoie où Christelle se serait endormie. Un amoureux et conduit se vante d'être le tueur. David finit par avouer en fait que ce fameux matin-là, il avait bien en fait l'intention d'attendre Christelle Maillery sur le trajet du collège entre 8h et 9h. Il l'attendait. L'adolescente a-t-elle été victime d'un des accès? Pourquoi attenter à la vie d'une jeune fille si ce n'est pas pour la voler, si ce n'est pas pour la violer? On sait qu'il n'y a même pas eu de tentative. Et j'avoue que je me demande pourquoi. Le 18 décembre 1986, au Creusot, en Saône-et-Loire. Il pleut à verse dans cette cité tranquille du quartier des Charmilles. Il est 13h50. Christine Barnet revient d'une promenade avec son chien, Lucky. Elle est pressée. La jeune femme de 21 ans se dirige vers le sous-sol d'un immeuble HLM tout proche. C'est un raccourci pour rentrer chez elle. Alors qu'elle lutte pour fermer la porte de ce local à vélo, son chien lui échappe. Il s'engouffre vers le sous-sol. Christine Barnet est alors intriguée par les gémissements du jeune chien. Quand elle se retourne, le choc est terrible pour la jeune femme. 2 pieds dépassent derrière un mur. En s'approchant, elle découvre un corps inanimé. Christine Barnet réalise qu'il y a peut-être encore quelque chose à faire pour sauver la jeune fille. Elle se précipite vers son appartement, 3 étages plus haut, où elle habite avec son père. André Barnet se souvient très bien de cet épisode. Alors elle est montée, il a affolé, elle dit... Elle a cru que c'était une fille qui avait pris un malaise. Alors il faut appeler les pompiers, une fille qui a pris un malaise, elle est couchée en sous-sol. Le père et la fille Barnet descendent à toute allure pour accueillir les pompiers qui arrivent très vite sur les lieux. C'est ici, très précisément, que le drame s'est produit. Dans cette cité sans histoire, la porte de cette cave n'est jamais fermée à clé. À l'époque, c'est un lieu de passage très fréquenté par les habitants de l'immeuble. Près de 30 ans plus tard, André Barnet revient sur les lieux. La fille est allongée là, mais quand les pompiers sont arrivés là, on a qui a relevé son col, puisqu'il a vu qu'il avait un lacet, comme les filles ont là autour du cou.
Dit, ben, c'est un assassinat, il faut appeler la police. Reste à découvrir l'identité de la victime. Une adolescente aux cheveux blonds bouclés. Car pour les pompiers qui ont constaté la mort, il n'y a plus rien d'autre à faire en attendant l'arrivée des enquêteurs. Les secours découvrent autour du corps gisant sur le sol un sac de sport qu'ils ouvrent. Ils découvrent dedans des fournitures scolaires, donc c'est une jeune femme qui est scolarisée. Et puis ils découvrent qu'il s'agit de Christelle Mayeri qui a 16 ans, donc une jeune femme dont la vie s'est arrêtée brutalement et subitement dans cette cave. Le destin de Christelle Mayeri, ici à l'image, vient d'être brisé. Tout le monde était dehors, tout le monde était choqué. Il y a un côté véritablement inadmissible, insupportable de savoir et d'apprendre qu'une jeune fille qui ne demande rien à personne si ce n'est de vivre a été tuée de manière aussi sauvage dans sa 16e année. Rapidement, la police judiciaire de Dijon est saisie de l'affaire. Les enquêteurs effectuent les premières constatations. Ils vont vite avoir une surprise de taille. Le lacet retrouvé sur la gorge de la victime n'aurait pas causé la mort. L'adolescente a été assassinée d'une manière plus atroce encore. Les enquêteurs qui arrivent sur les lieux et qui font les constatations sur le corps se rendent compte que le corps est lacéré de nombreux coups de couteau. On retrouve un corps lardé de 31 coups de couteau, éparpillés sur le haut du corps, notamment le cou, les bras, le torse. Apparemment, le crime a été commis par quelqu'un qui s'est véritablement acharné sur sa victime. Les enquêteurs cherchent des indices qui pourraient leur en dire plus. Ils sont intrigués par plusieurs éléments inhabituels sur une scène de crime. Étonnamment, les enquêteurs ne relèvent pas de traces de sang autour de la victime. Pour les policiers, cela signifie une chose. Christelle Mayeri a été vraisemblablement tuée dans cette cave. On retrouve le corps allongé, presque endormi. Il semblerait qu'il ait été légèrement traîné pour être caché à la vue des gens qui passaient dans le couloir. Donc on voit quelques traces sur quelques centimètres des talons de la petite. Donc elle n'a pratiquement pas bougé. En analysant cette scène de crime, on comprend très vite que Christelle Mayeri a été tuée sur place dans cette fameuse cave de l'immeuble. Son corps n'a pas été transporté. Alors pour quelle raison l'adolescente aurait-elle été poignardée dans ce sous-sol? Les enquêteurs sont confrontés à une énigme. Les vêtements ne sont pas désordonnés, ne sont pas arrachés. Ils constatent que son sac n'a pas non plus été volé ni même fouillé, donc c'est pas un mobile crapuleux. Il n'y a pas de traces d'agression sexuelle, elle n'a pas été violée, elle est habillée. Pourquoi attenter à la vie d'une jeune fille si ce n'est pas pour la voler, si ce n'est pas pour la violer? On sait qu'il n'y a même pas eu de tentative. Et j'avoue que je me demande pourquoi. Aux yeux des policiers aussi, le mobile reste bien mystérieux. Qu'a-t-il bien pu se passer dans cette cave? Ce qui intrigue le plus les enquêteurs, c'est l'absence de traces de lutte. En effet, le corps de la jeune fille est étendu parallèlement au mur, tout près d'un vélo. Un vélo qui n'est pas tombé. C'est un vélo qui est simplement appuyé contre le mur. S'il y avait eu un échange violent de mouvements et autres, il aurait certainement été bougé ou tombé ou d'une façon quelconque. Alors on le retrouve tout à fait normalement posé contre le mur sans qu'il y ait eu trace quelconque de lutte ou de bagarre. Il n'y a pas de trace apparente. Visiblement, elle n'a pas lutté pour se défendre. Si Christelle Mayeri, 16 ans, ne s'est pas débattue, cela signifie-t-il qu'elle connaissait son agresseur? Ou au contraire, a-t-elle été attaquée par surprise sans aucune possibilité de se défendre? On ne voit pas du tout de mobile à l'auteur des faits. Donc on peut s'interroger tout de suite sur l'idée qu'un des accès passe par là et se soit jeté sur cette jeune femme. Est-ce que c'est une agression fortuite par un fou dangereux? Est-ce qu'il s'agit d'une relation qu'elle connaît depuis longtemps, qui lui en veut? Est-ce que quelqu'un était en train de cambrioler une cave, a été dérangé et se serait donc retourné contre cette jeune fille? Mais ça ne colle pas tellement avec les 31 coups de couteau. Rien sur la scène de crime
ne permet d'avoir de certitude sur le mobile. Pas de traces de sang, pas de traces de lutte et surtout, le plus désespérant, pas d'armes de crime. Les enquêteurs ont beau fouiller partout, il n'y a pas de couteau en vue. L'assassin aurait fui avec. Pour les policiers chargés de l'affaire, l'enquête s'annonce difficile. Une jeune fille de 16 ans au visage d'ange, Christelle Maïri, a été sauvagement poignardée. Dans la cité des Charmilles, au Creusot, le mystère reste entier. Car dans cette cave où a eu lieu le crime en 1986, il n'y a ni trace de vol, ni signe de viol, et très peu d'indices. Dans l'espoir de trouver une explication au crime, les enquêteurs doivent auditionner la mère de la victime, qui habite à 200 mètres de là. Elle ignore tout de la mort de sa fille. Donc la première et terrible tâche des policiers est d'aller en fait informer la mère de Christelle, qui est à proximité, Marie Pichon. Mais la mère de la victime n'est pas à son domicile. Alors les policiers l'attendent. Bien sûr, la mission des enquêteurs d'aller prévenir les parents d'une personne, que ce soit pour un accident grave ou pour un meurtre comme c'est le cas, c'est toujours très difficile moralement parce que on se rend compte qu'il faut avertir les parents ou la maman notamment de quelque chose de vraiment très grave. Madame Pichon, Oui. j'ai une mauvaise nouvelle à vous. Bonjour. Mue par son instinct de mère, Marie Pichon pressent qu'un drame s'est produit. Elle a eu un accident? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle les interroge avant même qu'ils puissent lui donner la terrible nouvelle. Est-ce qu'il s'agit de Christelle? Oui. Est-elle blessée? Est-ce qu'on l'a retrouvée? Oui, on l'a retrouvée. Non, elle n'est pas blessée. Elle a été assassinée. On me l'a assassiné! La nouvelle tombe comme un coup près. Le drame est insupportable. La mère de Christelle craque. Quand on prévient Madame Pichon du décès de sa fille, elle fait une crise, elle est catastrophée, elle est effondrée. Non, c'est pas possible, non! C'est le toit de la maison qui lui tombe sur la tête, quoi. Je veux dire, il n'y a pas un parent qui peut accepter l'idée que, comme ça, son enfant est retrouvé assassiné dans une cave à 300 mètres de chez elle. C'est de l'ordre de l'inconcevable, hein, au sens propre du terme. Malgré le choc, Marie Pichon va devoir détailler aux enquêteurs l'emploi du temps, minute par minute, de Christelle ce matin, du 18 décembre 1986. Et son récit ne va pas manquer d'intriguer les policiers. Il est 7 heures, ce jeudi-là. Oh, tu fais la tête, toi. Au petit matin, Christelle se réveille, elle a l'air un peu l'esprit chafouin, elle a l'air un peu contrariée, elle n'est pas comme d'habitude. Elle demande à sa mère de ne pas aller en cours. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Ça va pas, hein? Je veux pas aller à l'école. Si, si. Mais s'il te plaît, là. Non, 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 non. Et sa mère, la voyant pas non plus souffrante, lui dit si, si, il faut aller au collège, tu es à cours, donc on y va, je t'emmène en voiture. Et les voilà toutes les deux parties. Dans la voiture, Christelle fait un peu la tête. L'adolescente fulmine. Elle ne veut vraiment pas aller à l'école. Mais Marie Pichon tient bon et la dépose devant la grille du collège. Et elle se quitte en fait là-dessus, sur la gamine qui boude un peu et qui va à l'école alors qu'elle ne voulait pas y aller. Voilà. C'est là-dessus qu'elle quitte sa fille et qu'elle la laisse en fait. C'est son dernier moment passé avec sa fille. Il est 8 heures. Marie Pichon ne le sait pas encore, mais elle ne reverra jamais sa fille. Ce n'est que 4 heures plus tard, vers midi, que la mère de Christelle va avoir un mauvais pressentiment en arrivant chez elle. Christelle? Christelle, ma chérie. Donc lorsque Madame Pichon rentre chez elle en fin de matinée, autour de midi, elle ne voit pas sa fille. Elle est étonnée parce que sa fille a pour habitude de rentrer tout de suite après la fin des cours et mettre environ un quart d'heure pour faire le trajet entre le collège et le domicile. Donc à midi et demi, toujours personne.
Au bout d'un moment, elle commence quand même à s'inquiéter. Elle appelle des camarades de classe de sa fille, des copines, et qui lui disent « Mais non, mais Christelle a quitté le collège à 11h parce qu'elle n'avait pas cours d'éducation physique. » Pour les policiers, il y a là un premier mystère à résoudre dans l'emploi du temps de Christelle. Qu'a-t-elle fait entre 11h et midi? Avait-elle une bonne raison de vouloir sécher les cours? Ou encore, avait-elle un rendez-vous avec un inconnu? Alors que les policiers s'interrogent, un témoignage va faire basculer l'enquête. C'est celui du facteur du quartier. Donc on interroge ce facteur, et c'est là qu'il nous dit qu'au moment où il arrive à l'angle du chemin qui monte vers l'immeuble où se passe le drame, il est croisé et légèrement bousculé par un jeune homme qu'il passe en courant. Il ne peut pas nous le décrire, il le voit absolument de dos. Et il nous parle d'un jeune homme en jean, les cheveux mi-longs. Donc le facteur qui n'a pas vu le jeune homme de face, mais plutôt de dos, comprend que ce jeune homme semble être en fuite, comme si en fait il allait échapper à quelque chose qui le mettait en danger. Donc c'est un témoignage assez capital. Peut-être ce facteur a-t-il rencontré l'assassin de Christelle. Alors, qui est ce garçon aperçu par le facteur ce 18 décembre 1986? Et surtout, que fuyait-il ce matin-là? S'agit-il vraiment de l'assassin de Christelle Mayri? C'est ce que les enquêteurs vont s'acharner à découvrir. Afin d'identifier l'inconnu qui a heurté le facteur le jour du crime, les policiers décident d'explorer la vie de Christelle dans l'espoir d'y trouver l'assassin. Car dans 80% des affaires criminelles, le meurtrier connaît la victime. Mais a priori, dans l'intimité de Christelle, il n'y avait pas d'ennemi. Christelle Mayri est une jeune fille sans histoire, insouciante, qui dévore un peu la vie, d'une jeune fille adolescente, qui vaut une passion pour les chevaux, pour le milieu équestre. Christelle, elle a des rêves, elle souhaite travailler dans cette filière, elle pense peut-être être maréchal ferrant ou palefrenier. Elle veut se diriger vers ce milieu-là. C'est une jeune fille équilibrée, qui a des projets. A priori, l'adolescente ne rencontrait aucun problème. Dans cette cité tranquille, Christelle fait l'unanimité. Christelle a emménagé avec sa famille depuis 1 an et demi dans ce logement de la cité des Charmilles. C'est pas une cité comme on parle aujourd'hui de la cité avec un sens péjoratif. C'est une cité où on a l'impression qu'il est agréable de vivre. Sa mère travaille dans une station-service. Christelle va de temps en temps, quand son emploi du temps le permet, donner un petit coup de main. Ça lui sans doute permet de faire quelques petits pourboires. Donc elle va soit laver des pare-brises, soit peut-être même servir l'essence. Enfin, elle donne un petit coup de main à sa maman. Les policiers le découvrent. Christelle vit une passion amoureuse avec un adolescent, Michel. Dans leur enquête parmi les proches, l'environnement de Christelle Mayri, les enquêteurs vont apprendre l'existence d'un garçon qui a 16 ans, s'appelle Michel, qui est, disons, le petit ami de Christelle Mayri. Depuis environ 1 an, Christelle donc, a rencontré un voisin dans son immeuble, un jeune voisin, Michel, dont elle est apparemment assez amoureuse. C'est une véritable idylle. Ce sont des adolescents qui partent ensemble en camp de vacances, dans le Morvan. La famille de Christelle donc, le connaît, la mère le considère comme son fils. Il y a une confiance qui s'installe, tout se passe bien, quoi. C'est une belle histoire qui commence. Immédiatement, les policiers décident d'auditionner Michel, le petit ami de la jeune fille. Bon, alors, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à... Au moment du crime, il était à plusieurs dizaines de kilomètres de là. Il n'est pas suspecté. Il va pourtant avoir des confidences intéressantes à dévoiler. Et ce garçon va faire un récit aux enquêteurs qui va d'abord les étonner et peut-être ouvrir en fait à l'enquête une vraie piste, la première depuis le début. Effectivement, Michel va leur faire une révélation surprenante.
Michel leur raconte qu'en fait, une semaine avant le meurtre, Christelle Maillery aurait reçu un courrier anonyme lui révélant des relations de Michel avec d'autres jeunes filles, ce qui l'aurait rendu dingue et elle aurait brûlé la lettre. Elle en veut beaucoup à Michel. Le lendemain de la réception de cette lettre, elle quitte son collège au moment de l'heure de gymnastique. Et elle raconte donc tout ça à Michel. Elle raconte qu'elle est partie rejoindre une amie qui s'appelle Marilyn Savoie. Christelle aurait fait ce récit ultérieurement à son petit ami. La suite de l'histoire, rapportée par Michel, va surprendre les enquêteurs. Car il n'a jamais entendu parler de cette Marilyn Savoie jusque-là. Bon, j'aimerais que tu me parles de cette certaine Marilyn Savoie. Donc Marilyn Savoie, c'est vraiment une personne que je connais que de nom. Que de nom? Oui. Tu n'avais jamais... Michel ne peut pas nous en dire plus, mais il est quand même inquiet parce qu'il se rend compte que la jeune fille, Christelle, lui cache certaines choses ou essaie de lui dissimuler certaines choses, donc il ne comprend pas. En fait, je dis Il a senti que Christelle avait changé de comportement, avait certainement des choses dans la tête qu'elle ne lui disait pas. Alors est-ce qu'elle lui cachait quelque chose? Il n'est pas capable de le dire, mais il est capable de dire elle était plus tout à fait comme d'habitude. Alors, qui est cette fameuse Marilyn avec qui Christelle avait rendez-vous une semaine, jour pour jour, avant le drame? Le couteau dont s'est servi l'assassin sera-t-il retrouvé? L'adolescente aurait-elle été tuée par un amoureux éconduit? Christelle Maillery, 16 ans, a été poignardée atrocement le 18 décembre 1986. 31 coups de couteau. Questionné par la police, l'ex-petit ami de la victime, Michel, a révélé que la jeune femme s'était rendue dernièrement à un mystérieux rendez-vous. Devant les policiers, Michel fait une révélation fracassante, car Christelle lui a raconté l'histoire suivante. Ouais, elle m'a parlé en fait qu'elle avait... Une semaine jour pour jour avant le drame, elle aurait quitté son collège à 11h en séchant son cours de sport. Elle aurait alors rejoint la mystérieuse Marilyn Savoie dans un bar de la ville. Christelle se serait confiée longuement à sa nouvelle amie et, le chagrin aidant, elle aurait bu plus que de raison. Un comportement surprenant pour Michel. Il sait que sa petite amie ne boit jamais. Peu habituée à l'alcool, Christelle aurait rapidement atteint l'ivresse, à tel point qu'elle raconte à Michel un dernier détail très étrange. À la sortie de ce bar, en fait, quelqu'un, on ignore qui, mais quelqu'un les aurait raccompagnés chez Marilyn Savoie où Christelle se serait endormie. Les enquêteurs s'interrogent. Que signifie ce changement de comportement? Qui est Marilyn Savoie? Et surtout, qui est l'inconnu qui aurait ramené Christelle chez Marilyn? Pourrait-il s'agir du même homme qui a bousculé le facteur le jour du meurtre? L'histoire ne s'arrête pas là. Michel avance un dernier élément troublant. La veille du meurtre, Michel et Christelle se seraient parlé une dernière fois. Donc, à la veille du meurtre de Christelle, elle a une conversation téléphonique avec son ami Michel qui lui recommande de ne pas faire ce qu'elle a fait 8 jours avant, de ne pas aller rencontrer Marilyn Savoie. Donc il faut se mettre dans sa peau, quoi. Elle lui a raconté tout ça, il est un peu inquiet pour elle. Et il lui dit surtout, demain tu vas en cours. Parce qu'il y a cours de gym le lendemain, il le sait. Oui, c'est et vrai. il lui dit, ben, ne fais pas comme l'autre semaine, ne sèche pas le cours de gym. Et il lui dit que c'est pas la peine qu'elle revoie cette fille pour boire des verres. Hein. Et Christelle est assez floue, est assez vague, elle lui répond un peu à côté, n'est pas précise. Du coup, effectivement, pour les enquêteurs, ils se demandent si le lendemain à 11h, elle n'avait pas finalement rendez-vous avec cette fameuse Marilyn Savoie, donc ils veulent en savoir davantage.
La police se rend alors dans le café où Christelle aurait rencontré Marilyn Savoie. Bonjour, police. Le patron est vu, revu, entendu et ne nous fournit aucune indication. Il ne connaît pas cette Marilyn Savoie et tous les clients du bar qui ont vu Christelle ou qui la connaissent de vue ne nous donnent aucune indication, aucune information. Les policiers poursuivent leurs investigations au Creusot. Ici, personne ne connaît la mystérieuse jeune femme. Les fichiers des administrations sont examinés sans succès. Marilyn Savoie est introuvable. Les policiers finissent par douter de son existence. Oui, la PJ de Dijon, là, c'est l'inspecteur tout ça. Les enquêteurs ont une thèse par rapport à cette Marilyn Savoie. Ils pensent que c'est quelqu'un qui a été inventé par Christelle Maïri. Pour un peu se venger ou pour susciter de la jalousie, elle a inventé cette fille en disant qu'elle avait, elle aussi, une vie, pas dissolue, mais qu'elle pouvait franchir la ligne blanche, quoi, et aller boire des bières, sécher les cours, et pourquoi pas rencontrer des mecs et sortir avec eux, quoi. Marilyn Savoie n'aurait donc jamais existé. Pas plus que son mystérieux rendez-vous avec la victime. L'enquête repart à zéro. Enfin, pas tout à fait. Car en refaisant le trajet de Christelle, les policiers identifient un nouveau témoin qui va peut-être faire basculer l'enquête. À 11h15, une dame en fait croit apercevoir la jeune fille accompagnée d'un homme vêtu d'habits sombres. Cette dame nous décrit un garçon habillé soit en jean, soit de couleur sombre, un peu plus grand que Christelle, et il marche tranquillement, sans agressivité, l'un envers l'autre. Pour les policiers, peu de doute possible. La description donnée par les deux témoins, le facteur et la dame, laisse penser qu'il pourrait s'agir du même homme, probablement le tueur. Et les policiers vont bâtir un scénario. Ils vont imaginer comment a pu avoir lieu cette agression. Nous imaginons que le crime a pu se passer de la façon suivante. Christelle marche avec son compagnon à ce moment-là. La pluie commence à tomber. Donc on imagine que Christelle et son compagnon se sont réfugiés dans le local à vélo où le drame s'est déroulé. Là, que se passe-t-il? Est-ce que la discussion s'envenime entre les deux? Est-elle surprise par le garçon qui l'accompagne, qu'elle connaît? Ou que ce garçon s'est montré trop pressant, qu'elle a voulu partir, et à ce moment-là, c'est ce fameux déclic criminel qu'on retrouve dans beaucoup d'affaires. Il se fâche, il veut la retenir. Il lui passe un lacet autour du cou qui l'empêche de crier, et il commence à la poignarder. Il y a un coup de couteau vraisemblablement dans le dos qui est mortel, mais il y en a également devant. Il s'acharne de plusieurs coups de couteau, et donc la malheureuse n'a pas le temps de bouger ni de faire quoi que ce soit. Christelle Maïri s'éteint, terrassée par 31 coups de couteau. Son crime commis, le meurtrier aurait alors tenté de dissimuler maladroitement le corps de sa victime, avant de prendre la fuite en emportant son couteau. Une arme qui reste introuvable. Trois mois après le crime, les policiers vont avoir un coup de chance extraordinaire. Et j'ai découvert... Quelqu'un retrouve un couteau dans des arbustes, à l'endroit précisément où le facteur a vu quelqu'un s'enfuir en courant. Donc on prend ce couteau et effectivement, la taille de la lame peut correspondre aux blessures qu'a reçues Christelle. C'est un élément très important puisque les enquêteurs, compte tenu des constatations qui ont été effectuées, acquièrent la conviction que l'arme du crime a été retrouvée. Ce serait la première preuve tangible. Les enquêteurs expédient cette pièce à conviction dans un laboratoire d'analyse. Vraisemblablement, on a trouvé l'arme du crime, mais on ne peut pas l'affirmer. Bon, on élimine les empreintes parce que vu le temps que le couteau a passé sous la neige, il est hors de question de récupérer des empreintes. Mais on pense que peut-être il peut y avoir du sang de Christelle dessus. Malheureusement, l'analyse qui est faite ne permet pas de nous fournir cet élément concernant le sang de Christelle. Pour les policiers, la déception est terrible. Les analyses du cran d'arrêt ne leur révèlent rien sur le meurtrier de Christelle.
Ils vont alors tenter une méthode surprenante. Le couteau est photographié sous toutes les coutures. Une démarche exceptionnelle, ces photos vont être publiées dans la presse. Donc les enquêteurs décident de passer un appel à témoins, en espérant recueillir des témoignages, savoir si des gens ont vu, savent à qui appartient ce couteau. Hein. Le couteau est pris en photo, il est publié dans la presse et les policiers demandent à ce que quiconque connaît l'utilisateur, le possesseur de ce couteau se manifeste auprès des services de police. Malheureusement, cet appel à témoins est resté sans succès puisque les policiers n'ont pas eu la possibilité d'identifier l'auteur de ce meurtre parce qu'ils n'ont pas retrouvé le possesseur du couteau. Les policiers sont désappointés. Une fois de plus, ce couteau refuse de livrer ses secrets. Christelle a été assassinée depuis maintenant plus de 6 mois. Et au Creusot, l'affaire serait sans doute restée dans l'impasse sans un étonnant rebondissement. En l'absence de pistes sérieuses, les enquêteurs décident de recentrer leurs investigations. Ils concentrent leurs recherches sur la vie intime et amoureuse de la jeune victime, Christelle, une adolescente qui se révèle en définitive être très courtisée. On sait que la jalousie est un mobile très souvent dans les affaires de meurtre. Donc on cherche dans l'environnement de Christelle, je dirais, un ou des amoureux conduits. Effectivement, les enquêteurs ne vont pas tarder à identifier un courtisan très singulier. Le jour du meurtre, un instituteur qui se trouve dans l'école située juste en face du lieu du crime voit un jeune homme qui s'appelle David attendre. Et en fait, il se trouve que ce jeune homme connaît Christelle pour lui avoir déjà fait des avances. Donc on identifie ce jeune David et on se rend compte donc qu'il est élève au même collège, que depuis plusieurs semaines, il essaie de lui faire la cour, de la draguer. Il l'importune aussi quelquefois, à tel point qu'un jour il lui donne une claque parce qu'il devient trop pressant. Ça ne décourage pas notre ami David, à tel point qu'un beau jour, il croise Christelle et Michel ensemble et qu'il y a une altercation qui s'ensuit entre David et Michel. Lâche-moi, non, t'arrête-moi. C'est bon, tu la laisses tranquille. Michel disant à David d'arrêter d'importuner sa petite amie et que ça commence à bien faire et ça doit suffire comme ça. Donc le comportement de David nous met un petit peu la puce à l'oreille en se disant tiens, est-ce que cet amoureux conduit n'aura pas été justement conduit à dernière extrémité. Alors aux yeux des enquêteurs, le garçon fait figure de coupable idéal. Il y a plusieurs éléments à charge contre lui. Le mobile, la passion amoureuse, il la convoite depuis longtemps. Ce jeune homme non seulement a fait des propositions à Christelle Marie, mais a également une altercation relativement violente avec Michel Le Prado. Et donc, compte tenu de ces éléments, les policiers considèrent que c'est une piste très intéressante. Les policiers ne sont pas au bout de leur surprise. Les charges s'accumulent contre David. Les policiers découvrent aussi que ce jeune homme a des couteaux à cran d'arrêt. C'est un garçon qui a souvent un couteau avec lui, qui le sort des fois en présence de camarades. Alors David pourrait-il être l'assassin de Christelle? Il a été vu avant le meurtre à quelques mètres de la cave où l'adolescente a été poignardée. Enfin, une étrange rumeur circule. Et troisième élément qui font que les policiers vont le placer en garde à vue, c'est que le jeune homme se vante en fait d'avoir assassiné Christelle. L'adolescent, âgé de 15 ans, revendiquerait le meurtre auprès de ses camarades. Alors le 1er juillet 1987, David est interrogé au commissariat du Creusot. On a beaucoup de choses à se dire. Tu vas te foutre de ma gueule longtemps comme ça. Tu vas nous dire ce que tu faisais dans le lycée? David, épuisé par 10 heures de garde à vue, finit par admettre qu'il était présent près des lieux du crime ce matin-là. David finit par avouer en fait que ce fameux matin-là, il avait bien en fait l'intention d'attendre Christelle Maïri sur le trajet du collège, entre 8h et 9h. Il l'attendait. Eh ben voilà! C'est le coup de théâtre.
Désormais, les policiers en sont sûrs. Ils ont trouvé le coupable de l'assassinat de Christelle Maïri. Donc ce jeune homme est à ce moment-là considéré comme étant le meurtrier potentiel, ou en tout cas quelqu'un qui doit s'expliquer sur les faits. Je t'écoute. Mais si le suspect reconnaît avoir attendu Christelle le matin du meurtre, C'est toi qui l'as tué. Non, c'est pas moi qui l'ai tué. C'est toi qui l'as tué. David nie en bloc l'assassinat de la jeune fille. Et faute d'éléments matériels, les policiers ne peuvent pas prouver sa culpabilité. D'autant qu'il finit par livrer une explication à son comportement suspect. Il s'est vanté d'être l'assassin de Christelle Maïri plus pour se faire mousser auprès de ses copains que parce que c'est vrai. Les policiers comprennent finalement que toute cette histoire n'était qu'une bravade d'adolescent. En plus, David a un alibi solide. Ne voyant pas Christelle qu'il attendait sur son trajet le matin du crime, il s'était finalement rendu en cours de dessin. L'alibi du jeune homme David est vérifié, il est vite disculpé et mis hors de cause. Une nouvelle piste en fait s'efface et les enquêteurs sont de nouveau dans l'impasse. Les policiers sont consternés. Ce premier véritable suspect n'était qu'un mirage. Cela fait maintenant plus de 3 ans que Christelle Maïri a été sauvagement assassinée. Elle a été poignardée dans une cave, 31 coups de couteau. Et les policiers n'ont toujours pas identifié l'assassin. Et en 1990, on peut dire que l'enquête sur le meurtre de Christelle Maïri se termine par un immense point d'interrogation. On est toujours au même point de départ. Qui a tué Christelle Maïri et pourquoi? Il n'y a pas d'éléments probants. Donc tout ça finit par déboucher en 1990 sur un non-lieu. Le 19 février 1990, faute de suspect, le juge en charge de l'affaire clôture l'instruction. Le non-lieu est prononcé. Pour Marie Pichon, la mère de la victime, c'est une tragédie. On retire ce qu'il y a de plus cher à Marie Pichon, sa fille de 16 ans, dans un crime abominable, sans mobile, sans raison, sans coupable. Et la justice vient pour lui apporter comme seule réponse, en fait, qu'elle ne trouve pas non plus. Un non-lieu, c'est toujours terrible, hein, évidemment, pour une famille de victimes. Moi, j'appelle ça la double peine, quoi. La première peine, c'est d'avoir perdu quelqu'un qu'on aime. Et la deuxième peine, c'est de ne pas savoir ce qui s'est passé. C'est terrible pour la famille. Les années passent. La mère de Christelle se sent impuissante face à son destin. En l'absence de réponse, Marie Pichon ne parvient pas à faire son deuil. Alors, près de 7 ans après le meurtre de sa fille, elle décide de passer à l'action. Donc elle va trouver en fait un moyen assez inattendu, surprenant, pour relancer l'affaire elle-même. Elle prend donc l'initiative de passer dans l'émission de l'époque Témoin numéro 1. À côté de moi, Madame Pichon, la mère de Christelle. Madame Je Pichon... rencontre une femme évidemment détruite, évidemment dans la peine, mais en même temps dans l'action. On a perdu sa fille, l'enquête n'a pas abouti, et puis elle sait que voilà, ça ne va pas lui faire du bien, mais que ça pourrait déboucher sur ce qu'elle souhaite, c'est-à-dire que le mystère soit résolu. C'est un cri du cœur que Marie Pichon lance à tous les gens qui auraient vu quelque chose, ce fameux 18 décembre 86, des éléments, des témoignages. Christelle, en fait, avait vraiment une vie sans histoire. Elle avait une vie sans histoire. L'école, le sport, enfin, les petits copains là, vers le blanc, mais elle ne sortait jamais. Jamais ne rentrait en retard. Ce soir-là, le Standard reçoit bien des appels, des dizaines, comme toujours. Mais aucun témoignage sérieux ne permet de relancer l'affaire. Voilà 10 ans que Christelle a été sauvagement assassinée. Sa mère, révoltée, ne parvient pas à se résigner. Pour tenir, Marie Pichon rejoint une association de familles de victimes. Des familles qui se battent pour avoir des réponses de la justice. Les avocats de cette association engagent un détective privé. Grâce à son enquête, l'affaire va connaître un incroyable rebondissement.
Donc il dépêche un enquêteur privé chargé en fait de reprendre toute l'affaire Christelle Mayeri à zéro. C'est-à-dire qu'on fait comme si les enquêteurs au départ n'avaient rien fait et on repart de la scène de crime. Donc ce détective en fait la charge de secouer un peu les mémoires, de raviver l'esprit de chacun autour de ce dossier. Et en fait un nouveau virage va être donné à cette enquête grâce à lui, puisqu'il rencontre Michel, le petit ami de Christelle de l'époque, qui va lui faire une confidence. Une confidence stupéfiante, livrée par l'ex-petite amie de Christelle. Cela va tout bouleverser. En fait, il lui dit qu'un jour, un dénommé Jean-Pierre Murat est venu le voir, il le connaissait, il était alcoolisé, peut-être sous produits stupéfiants. Ils ont parlé de l'affaire Mayeri et il s'est mis à pleurer. Et il lui a avoué, en lui remettant 2000 francs, que c'est lui qui avait tué Christelle, sa petite amie. Et c'est pour ça qu'il dédommageait avec 2000 francs de l'époque pour avoir tué Christelle Mayeri. C'est un coup de théâtre totalement inattendu. Allez, tiens, prends putain, arrête, t'es bourré. Allez, va te coucher là, c'est bon, t'es bourré comme d'habitude, tu racontes n'importe quoi. 16 ans après le meurtre de Christelle, un nom complètement inconnu dans cette affaire apparaît. Alors, qui est ce Jean-Pierre Murat? Qu'a-t-il à voir dans cette affaire? Et surtout, pourquoi ce nom n'est-il pas apparu plus tôt? « 16 ans après l'assassinat de Christelle Mayeri dans une cave, au Creusot, en Saône-et-Loire, l'ex-petite amie de la victime révèle un secret à un détective privé. Un de ses copains, Jean-Pierre Murat, lui a confessé être l'assassin. Jusqu'ici, la police n'avait jamais entendu parler de ce Jean-Pierre. Si l'ancien petit ami de la disparue, Michel, a négligé de signaler cet aveu de culpabilité, c'est que selon lui, son copain Jean-Pierre n'est pas crédible. Michel n'a jamais fait ses confidences aux policiers. Il considère que, connaissant depuis longtemps Jean-Pierre, celui-ci est dans un nouveau délire d'alcoolo, de toxico, donc il juge que ce n'est pas important de le dire aux policiers, que c'est un délire de plus. Michel ne tient pas compte des déclarations de Jean-Pierre. Il sait que son ami a de sérieux problèmes de personnalité. Au fil des années, Jean-Pierre Murat sombre dans l'alcoolisme, dans la toxicomanie et il a du mal à se maîtriser. Il y a plusieurs actes de violence dont il est à l'origine. C'est quelqu'un qui n'a jamais pu avoir un travail pendant longtemps, dans la mesure où assez rapidement, il a souffert de troubles psychiatriques relativement graves. Il sombre d'abord dans une dépression qui le conduit à se faire soigner. Et c'est à ce moment-là que se révèle une maladie, la schizophrénie. À partir de ce moment-là, il va de séjour en psychiatrie, en séjour à psychiatrie. Enfin, on a affaire à quelqu'un qui n'est pas très équilibré sur le plan psychique et qui se trouve aussi un peu en marge de la société. Alors, que signifient les aveux de Jean-Pierre Murat? Piste sérieuse ou délire mental? Ce qui est sûr, c'est que cette révélation va relancer l'affaire. Grâce à cet élément nouveau, en 2004, une enquête préliminaire est ouverte. Les policiers s'intéressent à la vie de ce nouveau suspect. Et ce qu'ils vont découvrir ne va pas manquer de les surprendre. Donc les enquêteurs ne tardent pas à découvrir des éléments troublants sur ce jeune homme de 19 ans qui en 86 se rend tous les jours dans le quartier de la Cité des Charmilles. Il y a ses amis, sa bande de copains, c'est une bande un peu oisive, hein. Ils boivent des coups, certains fument des joints. Le garçon est quotidiennement près des lieux du crime en décembre 86. D'ailleurs, la suite de son emploi du temps préoccupe les enquêteurs. Au moment du meurtre de Christelle Mayeri, il est bien dans les parages. C'est quelque temps après le meurtre qu'il disparaît, puisqu'il s'en va travailler en Suisse. Il est parti, mais quasiment dans la foulée du crime de 86 de Christelle. Donc la question qui se pose maintenant, c'est a-t-il voulu fuir la justice? Qui commence à faire sérieusement figure de suspect numéro 1. Et ce n'est pas fini.
Les enquêteurs s'aperçoivent alors que Jean-Pierre Murat, en vieillissant, a une attitude encore plus déconcertante. L'homme est venu plusieurs fois évoquer l'affaire Maillery dans leur propre service. 12 ans après l'assassinat de Christelle, Jean-Pierre Murat s'est rendu au commissariat du Creusot avec une arme à feu. Effrayé par ce qu'il pourrait en faire, il aurait préféré venir leur confier cette arme. Et voilà ce qu'il leur déclare à cette occasion. Donc il explique aux policiers qu'il avait cette arme pour faire peur à Michel Ballot, l'autre, dont il dit que c'est un copain et dont il est persuadé qu'il a tué Christelle. Et il dit même aux policiers que Christelle lui parle la nuit. La nuit, dans des rêves, j'imagine. Des propos bien étranges. Et il ne s'arrête pas là. Dans les mois qui suivent, Jean-Pierre Murat écrit plusieurs lettres au service de police. Il évoque toujours et encore le meurtre. Il joue le corbeau en dénonçant sans preuve plusieurs personnes. Les policiers de l'époque savent que Jean-Pierre Murat est régulièrement interné en hôpital psychiatrique. Ils ne prennent donc pas ses déclarations au sérieux. Mais en 2011, l'affaire évolue brusquement après une perquisition chez lui. Il découvre en fait une collection de couteaux, une meuleuse pour affûter ses couteaux. Jean-Pierre Murat n'est pas seulement obsédé par Christelle Maillery, mais qu'en plus il est collectionneur de couteaux, et qui plus est de couteaux à cran d'arrêt, comme celui qu'on a retrouvé quelques mois après le meurtre de Christelle Maillery dans un buisson à quelques mètres du lieu du crime. Pour les enquêteurs, c'est la promesse d'un élément matériel pour étayer la piste Jean-Pierre Murat. Une étude balistique de ces couteaux pourrait faire le lien entre leur nouveau suspect et l'arme du crime. L'affûtage d'une lame laisse des marques bien spécifiques, tout comme un revolver le fait sur une balle. Lorsque quelqu'un aiguise avec une pierre à aiguiser, eh bien, il met une force qui n'est pas la même d'un individu à l'autre. C'est une signature. Mais lorsque les policiers veulent comparer les couteaux trouvés chez Jean-Pierre Murat et l'arme du crime, ils vont avoir une mauvaise surprise. Et là, on s'aperçoit que l'arme du crime, qui est considérée comme étant l'arme du crime, a disparu. Il a été détruit. Effectivement, 10 ans après le non-lieu, la justice a autorisé la destruction de tous les scellés de l'affaire. Pour elle, le meurtrier ne pouvait plus être inquiété. Aujourd'hui, il ne reste plus à la disposition des enquêteurs que ces photos de ce couteau. C'est quelque chose qui me paraît être une erreur fondamentale, puisque je sais si l'arme du crime est l'élément matériel nécessaire. On n'a même pas cet élément-là. Il ne reste rien de l'affaire Christelle Maillery dans les tiroirs de la justice ou dans les armoires à scellés de la justice, si ce n'est quelques clichés. C'est-à-dire qu'on se trouve maintenant avec une photo qui a été prise à l'époque et rien d'autre. Les policiers tentent alors le tout pour le tout. Ils demandent une expertise sur la base de ces photos. L'expert va devoir comparer les couteaux de Jean-Pierre Murat à ces clichés de l'arme supposée du crime. Étonnamment, grâce à des agrandissements, on parvient à comparer les traces d'affûtage sur les lames, avec au final un certain nombre de points communs. La conclusion, c'est que l'arme qui a été retrouvée à quelques mètres du corps de Christelle Maillery est passée entre les mains, ou en tout cas a été aiguisée par le même objet que celui qui est en possession de Jean-Pierre Murat. Donc c'est la première fois, 25 ans après les faits, qu'on tient un élément matériel probant dans ce dossier. Jean-Pierre Murat, ici à l'image, est mis en examen le 15 décembre 2011. Pour son avocat, pourtant, cette expertise ne suffit pas à prouver la culpabilité de son client. Ce qui ne me convainc pas, parce que l'expert ne dit pas qu'il y a une similitude totale, il y a des points de ressemblance. Donc tant qu'on n'aura pas dit qu'une autre meule n'est pas capable de faire le même travail, ou un travail équivalent, avec des points de ressemblance en nombre équivalent, je veux dire, tout est possible. D'ailleurs, en audition, Jean-Pierre Murat clame son innocence. Il reconnaît cependant être hanté par le crime de Christelle. Et il dévoile une anecdote
stupéfiante. Donc en audition, Jean-Pierre Murat raconte aussi aux enquêteurs que quelques années après le crime, il s'est rendu, il se rend dans la cave de l'immeuble où a été découvert le cadavre de la jeune fille. Uniquement selon lui, parce qu'il est, encore une fois, obsédé par ce qui est arrivé, qui a créé un traumatisme chez lui, et il veut se rendre compte, éventuellement, trouver des indices. Donc il veut voir s'il y a des traces, et donc il se rend dans la cave, il ne voit rien, Et point, et à ce moment-là, bon, il explique qu'il a envie d'uriner et qu'il urine dans un coin de la cave, voilà. Une déclaration d'autant plus surprenante pour les enquêteurs que sa description des lieux apparaît étonnamment exacte. Bien qu'il conteste formellement avoir tué Christelle Mayri, il donne une description précise de cette cave et indique également sur un plan l'endroit où il se trouve et qui correspond à l'endroit où a été tuée Christelle Mayri. Mais pour l'avocat de Jean-Pierre Murat, l'inspection des lieux du crime par son client ne doit pas être mal interprétée. On ne peut pas en tirer de conclusion. Il n'y a que là qu'il peut aller, si vous voulez, s'il veut être tranquille pour uriner, puisqu'il dit à ce moment-là, j'ai envie d'uriner. Hein, voilà, bon, je veux dire, c'est là où effectivement se trouvait le corps de Christelle. Hein, et on ne peut pas en conclure de ça que c'est lui qui l'a tué et qu'il savait où il était. Audition après audition, Jean-Pierre Murat campe sur ses positions. Il nie tout en bloc. À ce jour, il continue d'affirmer qu'il n'a rien à voir dans le meurtre de Christelle Mayri. Ce sera à un jury populaire de se prononcer sur la culpabilité de Jean-Pierre Murat, si les magistrats décident ou non de le renvoyer devant une cour d'assises. Aujourd'hui, dans l'attente d'un éventuel procès, le mis en examen n'est pas incarcéré. Il est assigné à résidence dans un hôpital psychiatrique et il n'est pas inquiet pour son avenir. Il est profondément confiant dans la justice. Hein? Il dit « j'ai rien fait, je ne peux pas être condamné puisque j'ai rien fait ». De son côté, un quart de siècle après la mort tragique de Christelle Mayri, le procureur de la République est persuadé qu'on peut encore découvrir la vérité. L'enquête continue, les investigations se poursuivent et même 25 ans après, tout espoir n'est pas perdu pour élucider et pour comprendre ce qui a pu se passer et pourquoi Christelle Mayri a perdu la vie. Pour le directeur d'enquête de l'époque, cette affaire criminelle hors norme est synonyme de fiasco. C'est un échec parce que ça veut dire que nous ne sommes pas arrivés à identifier le meurtrier. Et que là, c'est une affaire qui nous reste un petit peu, je dirais, vulgairement à travers la gorge, parce qu'on n'aime pas un échec dans les affaires criminelles. La mère de Christelle, Marie Pichon, essaie toujours de se reconstruire. Elle espère qu'un jour, son combat prendra fin et que justice sera faite. Elle a de l'espoir, elle ne renoncera jamais à connaître la vérité un jour. Hein. Donc elle s'accroche à cet espoir, mais elle se dit aussi prudente en attendant la fin de l'enquête pour avoir vraiment un nom sur le crime effroyable dont a été victime sa fille. Marie Pichon dit avoir attendu 25 ans et qu'elle peut attendre encore pour la manifestation de la vérité. Nous partons maintenant au Canada, à 40 km environ de Montréal, en pleine campagne. Un agriculteur découvre le corps dénudé d'une adolescente, c'est le 24 août 1987. Sophie Landry, âgée de 16 ans, a été violée, puis poignardée à 173 reprises. Mais qui s'est donc acharné de telle sorte sur cette jeune fille? Sur les lieux du crime, l'assassin a laissé son ADN, une empreinte génétique qui ne correspond à aucun délinquant sexuel répertorié dans les fichiers de la police. Les enquêteurs devront attendre 13 ans avant d'identifier enfin un suspect. Ils feront ainsi le lien entre le crime atroce de Sophie Landry et une affaire similaire, le viol d'une fillette de 10 ans. Le 24 août 1987, au matin, un agriculteur découvre, dans son champ, le corps martyrisé d'une adolescente de 16 ans.
Elle était sur un chemin pour les tracteurs. Un endroit complètement isolé dans un champ de maïs. Mais c'était un chemin qu'empruntaient souvent tous les tracteurs. C'est à cet endroit qu'elle a été retrouvée sur le dos. Le corps dénudé. Ensanglantée. Elle a été tuée de 173 coups de couteau. « 173 coups de couteau. On a fait l'exercice avec le médecin légiste à l'époque. Donner 173 coups de couteau, ça prend 2 minutes en temps réel, minimum. C'est long, 2 minutes. Faut être foudrage. Faut vraiment être foudrage. » 13 ans plus tard, une série d'événements, a priori sans rapport les uns avec les autres, va mener les enquêteurs sur la piste du meurtrier de Sophie Landry. Dans la matinée du 24 août 1987, un fermier de Saint-Roch-de-l'Achigan, à 40 km au nord de Montréal, découvre sur ses terres le cadavre de Sophie Landry, 16 ans, portée disparue depuis la veille. Les policiers arrivés sur la scène du crime supposent, de prime abord, que l'adolescente a été victime d'un accident de la route, au vu du nombre impressionnant de blessures et de plaies. Mais on se rendra vite compte qu'il n'en est rien. La jeune fille a été poignardée, et ce, à 173 reprises. Elle est pratiquement toute nue, sauf qu'elle a encore son pantalon. Son pantalon enfilé à une jambe baissé jusqu'à la cheville, qui n'a pas été enlevé. Et elle a encore une chaussure à un pied. À proximité, on retrouve l'autre chaussure. Et on retrouve ses vêtements, son bracelet, ses bijoux, un petit peu plus loin, dans un champ de maïs. Alors on pense qu'elle s'est sûrement débattue parce qu'elle est couverte de plaies aux mains et aux bras. Les médecins légistes trouvent des traces de sperme dans la cavité vaginale de la jeune femme. Ils en déduisent immédiatement que la victime a été violée avant d'être assassinée. À ce moment-là, les lieux du crime ont été inspectés en profondeur et on a retrouvé des éléments de preuve qui, à l'époque, n'ont rien révélé sur l'identité de l'auteur du crime. Sophie était en centre d'accueil au centre Bois-Joli à Saint-Hyacinthe, un centre pour jeunes filles, pour des délits qu'elle avait commis avec son petit ami de l'époque, qui était lui aussi mineur. En fait, ils avaient fait ensemble un tour en taxi. Après, ils avaient volé le taxi à son chauffeur. Il y avait eu agression physique du chauffeur pour lui voler son taxi et partir en virée pendant quelques jours. Seulement, après avoir été localisés, ils avaient été arrêtés. C'était une gentille petite fille, intelligente, vive, mais elle avait mal vécu son adolescence et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée en centre d'accueil. Mais elle en sortait le week-end pour aller chez ses parents, elle voyait ses amis et tout ça. Ce n'était pas un centre fermé, ce n'était pas le drame total. C'était une jeune fille qui avait des difficultés passagères. Le corps de Sophie est découvert le lundi 24 août. La jeune femme vient alors de passer le week-end chez ses parents, à la Prairie, sur la rive sud de Montréal. Le dimanche soir, elle quitte sa famille et se rend à la station de métro de Longueuil, où elle est censée prendre le bus de 19h30, direction le centre d'hébergement de Saint-Hyacinthe. Comme prévu, Sophie arrive à Longueuil à 19h et retrouve une copensionnaire du centre, Nathalie, avec qui elle a l'habitude de faire le voyage. Sophie laisse son amie quelques instants pour aller s'acheter un titre de transport. Mais elle ne revient pas. Nathalie n'a plus jamais revu son amie Sophie.
Au fil des recherches, les enquêteurs découvrent qu'au moment où Sophie part s'acheter son billet, elle va en fait passer un coup de fil à son petit ami. L'adolescente lui explique qu'elle a décidé de ne pas rentrer à son centre d'hébergement et qu'elle va rendre visite à des amis montréalais. Le garçon tente de l'en dissuader, mais Sophie est déterminée. Il se laisse sur ses paroles. Après cette conversation, les enquêteurs perdent toute trace de Sophie. Ils ont beau remuer ciel et terre, rien n'y fait. Pas le moindre indice, pas le moindre témoignage. Rien qui puisse les mettre sur une quelconque piste. A-t-elle été victime d'une connaissance, d'un ami, ou même d'un parfait inconnu? Le mystère va planer sur l'assassinat de Sophie Landry durant plus de 15 ans, au grand désespoir de ses parents. L'enquête avait été ouverte depuis tellement longtemps que les policiers, à chaque fois qu'il y avait un crime à connotation sexuelle, ils essayaient de lier les deux affaires et ils réexaminaient tous les éléments qu'ils avaient pour voir s'il n'y avait pas de lien avec le nouveau crime. Au tout début de l'an 2000, 13 ans après le meurtre de Sophie, la police planche sur le cas d'un tueur en série du nom de William Fife. L'homme est tristement connu pour avoir assassiné 5 femmes. La question qui hante les services de police est simple. Aurait-il fait d'autres victimes? À ce moment-là, l'inspecteur Richard Bégin de la brigade criminelle m'avait mandaté pour analyser l'ensemble des affaires non résolues de meurtre de femmes des 25 dernières années. Et sur l'ensemble des affaires que j'ai analysées, il y avait entre autres le dossier de Sophie Landry. Donc, lorsque j'ai relancé l'enquête, j'ai rencontré entre autres les parents de Sophie pour leur expliquer tout ce qu'on savait de ce qui avait précédé la disparition de Sophie. Tout comme l'assassin de Sophie, Fife violait puis poignardait ses victimes. De plus, l'une d'elles a été tuée dans la région des Basses-Laurentides, à l'endroit même où avait été trouvé le corps de l'adolescente. Pour les parents, c'est clair que c'était difficile de revivre les événements et de se replonger dans le passé. Cela dit, ils comprenaient que la nécessité pour nous de chercher des détails, c'était important, étant donné que on croyait à ce moment-là que William Fife... J'avais des raisons de croire que William Fife était l'agresseur de Sophie Landry. J'avais remarqué qu'avait été fait un prélèvement dans la cavité vaginale de la victime, Sophie Landry, par le laboratoire de l'époque, en 86, et j'ai demandé qu'on voit s'il était possible d'en tirer un profil. J'ai ensuite demandé que ce prélèvement soit envoyé à la Banque nationale de données, à Ottawa, pour qu'on puisse le comparer à celui des différents autres crimes. Et là, j'ai eu une réponse négative. Il s'avérait que William Fife, le profil retrouvé dans la cavité vaginale de Sophie Landry, ne correspondait pas au profil de William Fife. Ce résultat ne manque pas de décevoir l'enquêteur Morizzo. Mais cependant, il ne lâche pas cette piste qui lui laisse encore un petit espoir. Par la suite, j'ai été avisé par le laboratoire que le profil prélevé sur la victime Sophie Landry en 1987 correspondait au profil génétique d'un agresseur qui avait sévi contre une jeune victime de 10 ans à Saint-Jean-sur-Richelieu. À cette époque, il y avait eu un prélèvement de fait sur les sous-vêtements de la victime. Il y avait une similitude avec une autre affaire chez nous, à Saint-Jean, survenue au mois d'août 2000. Une jeune fille de 10 ans qui avait été séquestrée et agressée sexuellement dans un bois de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. En suivant, sans succès, la piste du tueur en série Fife pour boucler l'affaire Landry, la police vient, sans le savoir, de poser les jalons de sa résolution. Reste juste à faire preuve d'un peu de patience. Sophie Landry, 16 ans, a été violée puis poignardée de 173 coups de couteau en août 1987. 13 ans plus tard, les enquêteurs rouvrent le dossier.
À partir du sperme trouvé sur le corps de l'adolescente, il dresse le profil génétique de l'assassin. Il découvre alors que l'homme pourrait être un prédateur sexuel récidiviste qui, notamment en août 2000, s'en était pris à une fillette de 10 ans. Salut. Bonjour. Dis-moi, j'ai perdu mon chien, il est noir et gris. Il s'appelle Nevada, tu l'as pas vu? Non. Tu l'as pas vu, c'est le chien de ma fille. Il avait demandé à la fillette de l'aider et la fillette avait accepté. Et lorsque l'enfant était près de lui, il l'a empoigné, il l'a attaché et il l'a sodomisé. Donc l'agresseur, le profil génétique retrouvé sur la petite culotte de la victime de Saint-Jean-sur-Richelieu qui avait été violée à l'époque, était le même que le profil génétique retrouvé dans la cavité vaginale de Sophie Landry, tuée en 1987, ce qui nous démontrait sans le moindre doute qu'un tueur et violeur de 1987 avait récidivé plusieurs années plus tard sur une jeune fille de 10 ans. L'enquêteur Lino Morizzo prend alors en charge ce dossier, qui concerne tant le département Sûreté du Québec que la police de la ville où a été agressée la fillette de 10 ans. Je suis allé voir mes supérieurs et je leur ai demandé de m'adjoindre du personnel. Et entre autres, j'avais déjà travaillé avec le lieutenant Marc Lépine, un enquêteur déterminé, un enquêteur très passionné, un enquêteur qui ne s'avoue jamais vaincu. Donc j'ai demandé à mes supérieurs, entre autres, d'avoir Marc Lépine dans mon équipe et également le lieutenant Daniel Sylvain qui avait enquêté sur l'affaire Sophie Landry. On est un corps de police autonome d'une centaine de policiers. Moi, je suis lieutenant dans les forces de police de Saint-Jean-sur-Richelieu. Saint-Jean-sur-Richelieu qui est sur la rive sud de Montréal. A donc démarré une enquête conjointe entre le service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu et la Sûreté du Québec. La collaboration aujourd'hui entre les différents services de police est un élément clé dans de telles enquêtes. C'est à ce moment-là que, vers la mi-octobre 2001, que la Sûreté du Québec est venue nous rencontrer. Et à partir de là, une enquête s'est amorcée. Ce qu'il y avait de particulier dans l'affaire de Saint-Jean, c'est qu'on savait que la fillette avait été séquestrée dans un bois et qu'elle avait eu les mains attachées avec des colliers cercables. Et on savait aussi, suite à des recherches sur d'autres affaires s'étant produites à Saint-Jean, qu'il y avait au moins trois autres affaires dans lesquelles les victimes avaient été agressées sexuellement. Mais cette fois-ci dans un véhicule. Et les victimes avaient également eu les mains attachées avec des colliers cercables. Où ont été retrouvées les autres? Une ici. La dernière, celle-là, elle n'a pas l'air de coller. On a répertorié d'autres affaires pour arriver à un total de 9 affaires en tout et pour tout, qu'on a gardées, qu'on a identifiées comme, de toute évidence, ayant le même auteur. Un même agresseur s'en étant pris à différentes victimes entre les années 95 et 2000. Toutes les victimes répertoriées par les enquêteurs habitaient sur la rive sud de Montréal. Or, Sophie Landry a été aperçue vivante pour la dernière fois au métro de Longueuil, exactement dans la même région. De plus, sur le corps de 4 des 9 victimes du prédateur sexuel, on a trouvé des traces de sperme. On avait à ce moment-là 4 victimes qu'avec l'ADN, on pouvait lier directement à un seul et même auteur dont on ne connaissait pas l'identité à l'époque. Pour les 2 premières, on a retrouvé ici et ici. On a commencé à faire l'analyse des affaires en détail. Et on s'est aperçu qu'en 1999, il y avait 2 adolescentes qui avaient été prises en autostop à Belleuil. Les filles faisaient de l'autostop pour rentrer chez elles et elles avaient été prises par un individu. L'individu avait emmené les jeunes filles en direction de chez elles. Mais arrivées à destination, au moment de les laisser partir, quand les filles ont voulu ouvrir la portière du véhicule,
Pour sortir du véhicule, la portière ne fonctionnait pas. Impossible d'ouvrir la portière de l'intérieur. C'est à ce moment-là que le suspect a sorti un couteau pour leur ordonner de se coucher à l'arrière du véhicule et leur attacher les mains à elles aussi avec des serre-câbles avant de les emmener plus loin dans la campagne pour les agresser sexuellement. Ferme ta gueule! Ferme ta gueule ou je te saigne! Donne-moi tes mains. Bouge pas, sinon je te plante le couteau dans le ventre. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donne-moi tes mains. Donne-moi tes mains! Bougez pas et fermez vos gueules! Vous fermez vos gueules maintenant, c'est bien clair? Vous allez voir, on va bien s'amuser. Vous êtes d'accord? Au moment où le suspect les libère du véhicule, il y a un véhicule de police qui passe sur Grande Allée, à Saint-Hilaire. La patrouille se dirigeait dans le sens opposé et il y avait un terre-plein. Donc ils ne pouvaient pas l'interpeller immédiatement. Quand les agents arrivent sur les lieux, il est trop tard. Le suspect a disparu. Un des agents est fin connaisseur des voitures. Une qualité précieuse sur laquelle les enquêteurs Lépine et Sylvain vont s'appuyer pour mettre la main sur le suspect. C'était un policier qui s'y connaissait en voiture. Il lisait le guide de l'auto et tout ça. Il avait remarqué que c'était un modèle sport. Il était même en mesure de dire de quelle année elle était à cause du bas de caisse qu'il y avait dessus et de sa couleur particulière. En ce qui concerne la voiture, ce qu'on a décidé de faire, c'est évidemment, de faire des recherches au niveau de notre banque de données, au CRPQ. Et cette banque de données nous a permis de dresser la liste complète de tous les véhicules sport qui étaient encore en circulation entre 1989 et 1991. Au Québec, à l'époque, on avait dans toute la province de Québec 15 000 exemplaires. Le service des immatriculations nous a envoyé les noms de 5000 propriétaires de ce modèle sur la rive sud de Montréal, qu'on a examiné un par un et qu'on a passé en revue un par un, en partant du principe de base que nous recherchions un homme qui était propriétaire du véhicule et se situant dans une tranche d'âge qui pouvait faire qu'en 1987, l'individu avait au moins 16 ans et qu'il était en mesure de conduire un véhicule. Parce que sur les lieux du crime, il était évident qu'un véhicule avait été utilisé dans l'affaire du meurtre de Sophie Landry en 1987. Avant d'entamer une recherche du côté des propriétaires de Fort Probe de la rive sud, les policiers publient un portrait robot de l'agresseur de la fillette de 10 ans. Le portrait robot qui avait été diffusé dans les médias avait suscité pas mal de réactions, évidemment, et il avait fourni plusieurs noms de suspects. Alors on avait une liste d'à peu près, je dirais, près d'une cinquantaine de suspects potentiels qu'on avait dressés et qu'on avait décidé d'aller voir un par un pour leur demander des prélèvements. Voir s'ils voulaient fournir un échantillon sanguin pour établir leur profil génétique, pour le confronter aux 3 affaires qu'on avait et les éliminer le cas échéant. Quelque temps avant que les enquêteurs Sylvain et Lépine ne contactent les propriétaires de Fort Probe, un incident, apparemment sans rapport avec cette affaire, survient sur la rive sud de Montréal. Un incident qui implique un certain Guy Croteau et une élève d'une école primaire de la ville de Brossard, où l'homme est concierge depuis une douzaine d'années. C'est tout droit. Un soir du mois d'août, il prend à bord de sa voiture une fillette de 12 ans, qui l'emmène faire une longue balade en forêt. Tu tournes dans cette rue ici? Ici, là? Juste au bout de la rue, et il y a un parc.
Et il l'avait emmenée près du Fort Chambly, il l'avait fait fumer de la marijuana, il lui avait fait boire un peu de bière. Puis il l'avait ramenée chez elle 3h30 plus tard. Mais évidemment, la mère de la fillette, rentrée chez elle vers 21h ce soir-là, était inquiète, parce que sa fille de 10 ans n'était pas encore rentrée à la maison. Elle avait appelé les services de police de Brossard pour signaler sa disparition, parce qu'elle était introuvable. C'était cool, hein? Oui, oui. Ouais, on va se revoir. Et dans les heures qui avaient suivi l'appel à la police, elle était rentrée à la maison. Et elle avait dit qu'elle avait passé tout ce temps-là avec Guy Croteau. On se donne rendez-vous bientôt. Mais la seule chose que Guy Croteau avait faite, c'est qu'au moment de la laisser s'en aller, il avait embrassé la fillette, mais sur le front. L'enquête à cette époque-là n'avait pas permis de porter des accusations d'agression sexuelle. Mais compte tenu des circonstances, il y avait des raisons de craindre pour la sécurité de jeunes de moins de 14 ans qui se retrouveraient en présence de Guy Croteau. Il avait un comportement qui n'était pas tout à fait dans les normes. Et c'est comme ça que l'affaire avait été judiciarisée et qu'il avait été émis une ordonnance restrictive à l'encontre évidemment de Guy Croteau, l'interdisant d'être en présence de jeunes de moins de 14 ans. Quelques semaines après cet incident, Guy Croteau fait encore parler de lui. Mais cette fois-ci, il agite en pleine rue, à Montréal. C'était pendant une grève scolaire en septembre 2001. Guy Croteau se trouvait à Montréal. Il avait abordé des jeunes qui se trouvaient dans la rue. Il avait mis la radio de son véhicule assez fort pour les attirer, leur montrer différentes choses qu'il avait dans sa voiture. Et il avait proposé de... Il avait demandé à une des jeunes filles, il l'avait incité à avoir des contacts sexuels avec lui. Et il avait fait des attouchements par-dessus les vêtements de cette jeune fille. Les policiers de Montréal étaient venus pour identifier l'individu qui était dans ce véhicule et qui, évidemment, était Guy Croteau. Et lors de ce contrôle, ils avaient appris qu'il était soumis à une ordonnance restrictive qui lui interdisait de se trouver en présence de jeunes de moins de 14 ans. Et compte tenu des allégations qui avaient été proférées par les jeunes filles à ce moment-là, ils avaient procédé à son arrestation pour agression sexuelle. Guy Croteau est maintenant derrière les barreaux, en attente d'un procès pour attouchement sexuel. C'est à cette époque que les enquêteurs Sylvain et Lépine frappent aux portes d'une cinquantaine de propriétaires de Fort Probe, dans le but d'obtenir des échantillons de leur sang. Et, coup de chance, le porte-à-porte ne tarde pas à les mettre sur une piste prometteuse. Sophie Landry, 16 ans, a été violée puis assassinée en août 1987. En 2000, à la Sûreté du Québec, le dossier est réouvert. La police est alors en mesure de dresser le profil génétique de l'assassin et de le relier à un autre viol commis sur une fillette de Saint-Jean-sur-Richelieu qui avait eu lieu 13 ans plus tard. Daniel Sylvain, un enquêteur de cette ville, et Marc Lépine, de la Sûreté du Québec, font désormais équipe pour approfondir leurs recherches. Ils parviennent bientôt à imputer une dizaine de viols, commis entre 1995 et 2000, sur la rive sud de Montréal, à ce même prédateur sexuel. Ce que les enquêteurs savent aussi, c'est que cet individu conduit une Ford Probe. Ils dressent alors une liste des milliers de propriétaires de ce modèle de voiture sur la rive sud. Ils éliminent d'abord les moins suspects et finissent par aboutir à une cinquantaine de noms. Le 3 décembre 2001, les enquêteurs Lépine et Sylvain se présentent à une de ces adresses. C'est là que vit Guy Croteau, encore inconnu de leur service. À notre arrivée, on s'est présenté à son domicile et on a constaté qu'il habitait encore chez ses parents. On est ici parce qu'on vient voir votre voiture. On est à la recherche. On a rencontré ses parents. Guy Croteau n'était pas au domicile. On leur a expliqué qu'on faisait une enquête et qu'on avait son nom, le nom de leur fils. Et qu'en fait, c'était un suspect potentiel, tout comme 50 autres personnes. Et qu'on procédait aux premières démarches de l'enquête afin de réduire le nombre de suspects. Les enquêteurs Sylvain et Lépine ignorent que ce propriétaire de Ford Probe est accusé d'avoir eu des contacts sexuels avec des adolescentes montréalaises et qu'il est derrière les barreaux, en attente de son procès. Les parents étaient très coopératifs.
Ils nous ont expliqué que leur fils était détenu à Rivière-des-Prairies pour des attouchements sur jeunes filles. Et ce qu'il y avait de particulier, c'était qu'il y avait un petit chien blanc. Et je vous rappelle que dans l'affaire de 2000, concernant la jeune fille de 10 ans qui avait été agressée dans un bois, il l'avait attirée en lui donnant comme prétexte qu'il cherchait son chien. Il lui avait dit que le chien s'appelait Nevada et que c'était un bichon maltais. Ça avait attiré notre attention, nos soupçons. Alors on avait demandé à la mère de Guy Croteau si elle avait des photos de M. Croteau. Et elle nous montre la photo de Guy Croteau qui correspondait en tout point à un des portraits robots d'une autre affaire qu'on avait répertoriée à Saint-Jean, d'une autre fille qui avait été agressée et séquestrée dans un véhicule. Ce qu'on voyait, la photo, la ressemblance avec le portrait robot, le chien, le fait qu'il était à ce moment-là détenu pour des affaires d'agression sexuelle sur des jeunes filles, qu'il soit sous le coup d'une ordonnance restrictive lui interdisant de se trouver avec des jeunes de moins de 14 ans, on sentait qu'on était relativement proche du but. À ce moment-là, on s'est rendu au centre de détention de Rivière-des-Prairies, où on a rencontré Guy Croteau, pour lui demander de nous fournir un échantillon sanguin. Quand on est allé le voir, inutile de vous dire qu'il était surpris de notre visite. On devait lui faire signer un consentement. Donc il devait prendre connaissance d'un document officiel où on lui demandait de fournir un échantillon de façon libre et volontaire. Il était nerveux. Il était nerveux et il avait du mal à lire le document. En fait, au début, dès les premières minutes de notre rencontre, il avait fait montre quand même d'une certaine confiance. Mais il se demandait pourquoi des policiers voulaient le voir en milieu carcéral, pourquoi des enquêteurs venaient le voir alors qu'il avait déjà été jugé. Juste après qu'il a commencé à lire le document, il a pris un moment de réflexion. Et il est devenu complètement rouge. Ses oreilles sont devenues écarlates. Il était comme dans un trou noir. Il ne regardait même plus ce qui était écrit sur le document. Tu veux que je le lise pour toi? Non, ça va aller, je peux le lire moi-même. Guy Croteau était la première personne qui avait demandé à s'entretenir avec un avocat. Et après avoir téléphoné à son avocat, il nous a dit « Écoutez, moi j'ai rien à me reprocher, mais je vais suivre les conseils de mon avocat, je ne fournirai pas d'échantillons de sang pour comparer mon profil génétique à ceux de vos affaires. » À ce moment-là, Guy Croteau a ouvert la bouche pour nous parler. Et en fait, dans une des affaires, on savait qu'il manquait à notre suspect une partie d'une dent. Et par ailleurs, Guy Croteau était très poilu. Et il y avait une autre affaire où le suspect était décrit comme tel. Et puis on constatait aussi des particularités physiques comme les poils sur les mains et les bras qui avaient été remarqués par les victimes. Ce qui fait qu'à ce moment-là, on était convaincus qu'on tenait notre coupable. De toute façon, vous avez rien contre moi. Pas de preuves, rien. Alors. Daniel Sylvain et Marc Lépine n'ont besoin que d'une seule chose. Un mandat qui obligerait Guy Croteau à fournir un échantillon de son sang. Ainsi, il pourrait sans mal comparer son ADN à celui trouvé sur les victimes du prédateur sexuel. En décembre 2001, la police est sur la piste d'un prédateur sexuel qui a sévi au moins une dizaine de fois dans la région de la rive sud de Montréal entre 1995 et 2000. De plus, en 1987, il aurait violé puis sauvagement assassiné une adolescente de 16 ans, Sophie Landry. Les policiers disposent de l'ADN de l'assassin, retrouvé sur plusieurs de ses victimes, et ont une idée de son modus operandi, mais ils ignorent encore son identité. L'enquête les mène à un suspect du nom de Guy Croteau, qui est en prison et refuse de fournir un échantillon de son sang qui permettrait de l'accuser ou de le blanchir. Les enquêteurs Lépine et Sylvain doivent donc obtenir un mandat qui forcerait ce suspect numéro 1 à collaborer.
En décembre 2001, la police est sur la piste d'un prédateur sexuel qui a sévi au moins une dizaine de fois dans la région de la rive sud de Montréal entre 1995 et 2000. De plus, en 1987, il aurait violé puis sauvagement assassiné une adolescente de 16 ans, Sophie Landry. Les policiers disposent de l'ADN de l'assassin, retrouvé sur plusieurs de ses victimes, et ont une idée de son modus operandi, mais ils ignorent encore son identité. L'enquête les mène à un suspect du nom de Guy Croteau, qui est en prison et refuse de fournir un échantillon de son sang qui permettrait de l'accuser ou de le blanchir. Les enquêteurs Lépine et Sylvain doivent donc obtenir un mandat qui forcerait ce suspect numéro 1 à collaborer. Il a fallu rédiger un rapport. Nous avons dû aller voir un juge, on a fait valider notre demande de mandat, et puis, dans les jours qui ont suivi, on est allé voir à nouveau Guy Croteau, mais cette fois muni d'un mandat qui l'obligeait à nous fournir un échantillon sanguin. Alors on lui a lu le mandat, on lui a expliqué que c'était ses obligations, nos obligations, et on lui a dit qu'il pouvait encore appeler son avocat. Alors il a rappelé l'avocat, et après avoir terminé sa communication, il nous a dit « Écoutez, mon avocat m'a dit que j'étais assez grand pour me défendre, de ne pas me laisser faire. » Alors après quelques négociations avec Guy Croteau, on a pu prendre l'échantillon sanguin dont on avait besoin pour établir le profil génétique. Guy Croteau comparaissait dans l'affaire des attouchements sexuels qui étaient survenus à Montréal. À ce moment-là, il n'était pas question pour lui de sortir, parce qu'il était maintenant suspecté de meurtre et d'une série d'agressions sexuelles. Donc, on a demandé un délai à la cour pour retarder sa libération, pour qu'on puisse procéder à l'arrestation et à l'interrogatoire. On a eu les résultats confirmant que le profil génétique de Guy Croteau correspondait au profil génétique retrouvé dans l'affaire du meurtre en 87, dans l'agression sexuelle en 2000 à Saint-Jean-sur-Richelieu sur la fillette de 10 ans, et dans l'affaire des 2 adolescentes à Saint-Hilaire en 99. Les autres viols, dont on soupçonne Croteau, sont liés entre eux par un modus operandi similaire. En effet, il s'avère que l'auteur des crimes ligote systématiquement ses victimes à l'aide de colliers de serrage en plastique. L'enquête se poursuit, et les policiers vont enfin mettre la main sur le véhicule de Croteau. Un examen au peigne fin de cette voiture va alors largement confirmer leurs suspicions. On a trouvé 1 ou 2 colliers cercables à l'intérieur de la voiture. On a expertisé le véhicule à modèle sport et on a constaté que la portière, à l'intérieur du côté passager, on a constaté qu'il y avait des marques de pince sur le mécanisme de sécurité enfant. Il avait tiré sur le morceau de plastique afin que la poignée de la portière soit inactive, qu'elle ne s'ouvre pas de l'intérieur. Ça constituait évidemment un élément de preuve supplémentaire dans nos affaires d'agression sexuelle. En effet, plusieurs victimes de Croteau avaient raconté n'avoir pu lui échapper parce que la poignée de la porte du côté passager ne fonctionnait pas. Dans le coffre, on a également retrouvé des itinéraires d'autobus et puis un genre de sacoche qu'on porte à la taille. Et dans cette sacoche, il y avait de la vaseline, des préservatifs, des gants en latex. Bref, c'était la panoplie idéale de l'agresseur qu'il transportait dans cette sacoche. L'ADN a parlé. Les policiers ont maintenant la preuve de la culpabilité de Guy Croteau dans l'affaire du viol et de l'assassinat sauvage de Sophie Landry, commis 14 ans plus tôt. Il ne reste plus qu'à procéder à son arrestation, même si Croteau est déjà en prison, car il s'agit d'un nouveau chef d'accusation. Le suspect étant derrière les barreaux, les enquêteurs ont le temps de préparer avec soin l'interrogatoire qui suivra son interpellation. Mi-février 2002, Guy Croteau sort de prison, mais il n'a pas le temps de profiter de sa mise en liberté. Une mauvaise surprise l'attend. On lui passe les menottes. Direction la salle d'interrogatoire.
Lino Morizzo va questionner ce criminel sexuel pendant plus de 16 heures. Lors de cet interrogatoire, Guy Croteau n'a fait preuve d'aucune sorte d'empathie pour les victimes. C'est le genre d'individu qui est capable de commettre un meurtre aussi crapuleux que celui de Sophie Landry, tuée de 173 coups de couteau, de la violer, et probablement, dans la même journée ou la même soirée, de vaquer à ses occupations habituelles. Et ça, c'est caractéristique d'un psychopathe. Il n'a pas fait d'aveu durant l'interrogatoire, mais on n'espérait pas de coup de théâtre dans cet interrogatoire, si on peut utiliser ces termes-là. On voulait s'assurer qu'il ne connaissait pas Sophie Landry. On lui avait montré sa photo, et on lui a demandé « Est-ce que tu connais cette fille ? Est-ce que tu es déjà entré en contact avec cette fille, que ce soit pour une raison légitime ou pour une raison quelconque ? As-tu été en présence de cette fille dans les années 80 ? Non, je l'ai jamais vue, je ne sais pas de qui vous parlez, je la connais pas, etc. » En fait, on voulait l'empêcher d'avoir recours à une défense dont il aurait pu se servir en disant « Bah, j'ai eu une relation sexuelle consentante avec elle ou je l'ai payée pour avoir une relation sexuelle et malheureusement, elle s'est fait prendre en stop par un fou furieux dans les heures qui ont suivi. En fait, elle a été assassinée par une autre personne. » Au terme de sa confrontation avec Croteau, qui n'a rien avoué de ses crimes, Lino Morizzo doit s'acquitter d'une autre tâche. Lorsque j'ai rencontré les parents de Sophie en 2000, pour la première fois, à la fin de l'entretien, la mère de Sophie m'avait supplié « Je ne vous demande qu'une seule chose, c'est que si un jour vous arrivez à trouver l'assassin de ma fille, je veux être la première personne à le savoir. » Et lorsque j'ai fini d'interroger Guy Croteau, à 4 heures du matin, dans la nuit du 14 au 15 février 2002, j'ai pris mon véhicule et je me suis rendu au domicile des parents de Sophie Landry. Et à ce moment-là, je me souviens, comme si c'était hier, j'ai frappé à la porte à 4 heures du matin. Et c'est Madame Landry, avec son mari, qui est venue m'ouvrir. Et lorsque Madame Landry m'a aperçu sur le seuil en ouvrant la porte, elle s'est effondrée. Elle venait de comprendre à cet instant que j'avais trouvé l'assassin de leur fille. Donc, quand Croteau a été arrêté, là, elle s'est dit « Tant mieux, il a été arrêté. L'assassin de ma fille va payer pour son crime. » Mais en même temps, elle se demandait « Est-ce qu'il va pouvoir s'en tirer? Est-ce qu'il va être acquitté au tribunal ?» et tout ça. Elle se posait toutes sortes de questions comme ça, parce que pour elle, c'était le début d'un soulagement, l'arrestation. La mère de Sophie Landry est malgré tout sûre d'une chose. Le meurtre de son enfant ne restera pas impuni. Mais Croteau ne compte sûrement pas se laisser condamner sans coup d'éclat. Et les enquêteurs ne peuvent se contenter de cette inculpation. Une question ne les lâche pas. Ce prédateur sexuel, doublé d'un assassin, n'a-t-il vraiment tué qu'une seule fois? Sophie Landry, 16 ans, a été violée et poignardée de 173 coups de couteau en août 1987. Des années plus tard, l'assassin, resté impuni pour ce meurtre, commet plusieurs viols d'enfants, ce qui le relie par son ADN à ce premier crime barbare. Guy Croteau est arrêté en février 2002 et est accusé du meurtre de Sophie. Le procès s'est tenu en 2004, 2 ans après son arrestation. Après un peu plus de 2 jours de délibération, on a eu le verdict du jury. Tout le monde était impatient d'écouter le verdict. Évidemment, la sentence pour un meurtre prémédité, c'est 25 ans de prison. C'est la perpétuité sans possibilité de libération avant 25 ans. C'est sûr, ça ne ramène pas sa fille à la vie, le fait qu'il ait été condamné. Mais je me rappelle avoir dit à la mère de Sophie, vous savez, quand on devient policier, c'est pour vivre au moins une journée comme celle-là dans notre carrière. Monsieur Croteau a sorti une lame de rasoir d'on ne sait pas où, peut-être de sa manche ou de sous sa montre. Il s'est ouvert les veines dans le box des accusés
devant la cour, sûrement dans un dernier élan de manipulation, pour montrer que c'était lui la victime, en fait, dans cette affaire, alors que c'est le tueur, c'est l'agresseur. Donc c'est sur cette note spectaculaire que c'est fini le procès. Guy Croteau avait 30 ans quand il a tué et violé Sophie Landry. En était-il à son premier meurtre? À son premier viol? Les policiers lui imputent 11 viols commis plus tard, entre 1995 et 2000. Mais qu'en est-il de ces années de jeunesse, entre 1987 et 1995? N'aurait-il pas, là aussi, commis d'autres crimes? Et on a exploré plusieurs pistes, plusieurs autres affaires, mais on n'a pas de preuves pour le moment qu'il puisse être lié à d'autres affaires de meurtre. Mais on ne sait jamais. Regarde bien attentivement les photos. T'es certain que ça te dit rien? Regarde-la, prends-la dans tes mains. Suite à sa condamnation, Guy Croteau a été incarcéré à Port-Cartier, avec des délinquants sexuels du même type, des agresseurs en série. Et Daniel Sylvain et moi avons pris la décision d'aller lui rendre visite en 2007. Le but de la manœuvre, c'était premièrement d'obtenir des aveux pour la famille, mais aussi du point de vue de la formation pour les policiers, afin de comprendre son comportement, ses intentions, ses motivations. C'était ça l'objectif de notre visite. Notre deuxième objectif était naturellement de savoir si il était ouvert et prêt à collaborer lors d'une rencontre ultérieure et à nous raconter ses agressions sexuelles et nous dire s'il en avait commis d'autres. Mais il a catégoriquement refusé. Comment alors expliquer que Croteau ait tué après le viol de sa première victime, Sophie Landry, et qu'il n'ait pas fait de même par la suite? Viens ici, nom d'un chien! On savait que Sophie, grâce à l'enquête, on savait qu'elle avait du caractère. Alors elle a pu réagir de façon différente des autres victimes. Et Guy Croteau, qui avait sur lui un couteau, Reviens tout de suite! ça il ne l'a pas toléré. Alors il a voulu la contrôler. Et pour la faire taire, il l'a tuée de 173 coups de couteau. Alors, en 87, quand on a examiné les photos des lieux du crime et aussi l'affaire de meurtre, on en est arrivé à la conclusion que Sophie était probablement la seule parmi les victimes qu'on avait qui n'avait pas suivi les ordres de son agresseur. Bien sûr, les autres affaires sont toutes des agressions sexuelles armées, parce qu'il était armé d'un couteau pour faire obéir ses victimes à ses ordres. Mais celles-ci n'ont pas offert de résistance physique à Guy Croteau. Guy Croteau a développé, suite au meurtre de Sophie Landry, une approche différente et surtout une méthode qu'il n'avait pas au moment où il a agressé sexuellement Sophie Landry. Cette méthode s'est traduite par la possession de colliers de serrage. Il pouvait alors contrôler ses victimes, verbalement, avec une arme et avec des colliers, ce qui fait que les autres victimes ont pu être agressées sans être tuées. Ce qui est sûr, c'est que Guy Croteau ne risque pas de sévir à nouveau. Âgé de 47 ans au moment de sa condamnation, il ne sera pas libéré avant ses 70 ans. Suspect numéro 1 est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt sur TMC.